Le plus grand mensonge dans le monde des reptiles n'est pas lié à l'éclairage UVB, aux animaux prélevés dans la nature ou aux racks, mais à l'idée que survivre équivaut à s'épanouir, ce qui est faux. Chaque guide de soins ou article que vous avez jamais lu, et chaque influenceur que vous regardez, ont renforcé cette idée. C'est un mensonge, moi y compris. Cette vidéo n'a pas pour but de faire honte ou d'attaquer. J'ai moi-même été coupable par le passé, comme tout le monde. Je ne pense pas que quelqu'un soutienne ce mensonge par malveillance, mais il est faux de dire que prospérer et survivre, c'est pareil. Ce n'est pas vrai. Presque tous les passionnés que j'ai rencontrés aiment leurs animaux. J'aurais du mal à en nommer un qui ne les aime pas. Nous commençons tous avec cette passion pour ces animaux, surtout les reptiles. Mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas seulement les créatures à écailles, c'est tout. C'est ce que nous sommes, en tant que personne. Ça fait partie de notre personnalité. L'idée de donner aux animaux seulement le minimum vital, en estimant cela suffisant, ne vient ni d'une intention malveillante, ni d'une tristesse, ni d'une volonté de nuire. C'est juste que nous nous trompons parce qu'on nous l'a dit. Et c'est ce que l'industrie nous a fait croire. Et la plupart d'entre nous ne réalisent même pas que nous nous y prenons mal, parce que les animaux comme les reptiles sont très doués pour le cacher s'ils ne sont pas heureux. Les reptiles peuvent survivre pendant des années, et certaines espèces même toute leur vie, alors qu'on ne répond pas vraiment à leurs besoins comme dans la nature, ou comme vous devriez le faire, ce qui pourrait se faire avec très peu d'efforts. Ces animaux pourraient souffrir sans que vous le sachiez. L'idée perpétuée qui fait partie du mensonge, c'est qu'ils mangent, boivent, se reproduisent et font leurs besoins. Donc ils vont bien. Non. Ce python royal qui est dans ce minuscule tiroir avec rien d'autre que de la cosse de coco et un bol d'eau ne s'épanouit pas simplement parce qu'il se reproduit aussi. Je vous assure que des personnes très malheureuses, réunies dans un espace réduit, mangeraient quand on leur donnerait à manger, feraient de leurs besoins ensuite et se reproduiraient si possible. Un humain n'est pas heureux en isolement cellulaire, même s'il fait toutes ces choses. Et c'est pareil pour les reptiles. Le fait qu'on dise qu'ils mangent me dérange. On me le répète sans cesse. Eh bien, Adam, il mange, donc ça doit aller. Eh bien, ton python royal fait 2 fois la taille qu'il devrait faire. Ou les pythons réticulés. Nous avons souvent vu cela. Surtout chez de grands créateurs qui devraient mieux savoir. Ils suralimentent leurs animaux, pensant qu'ils ont encore faim parce qu'ils mangent toujours. Eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça pour presque tous les animaux. Nous, en tant qu'humains, avons appris qu'une fois rassasiés, on arrête de manger parce qu'il y aura un repas dans 3 ou 4 heures. Mais cela n'a pas toujours été vrai dans l'histoire humaine. Nous avons une logique rationnelle, contrairement à la plupart de ces animaux. La plupart de ces animaux sont opportunistes et continuent de manger, comme un dragon barbu qui consomme un maximum d'insectes en 15 minutes avant de se prélasser. S'il reste encore des insectes, il redescendra et mangera, même s'il n'en a pas besoin, afin d'absorber autant de calories que nécessaire pour maintenir un poids corporel parfait ou en tout cas sain. Donc ce n'est pas parce que votre python royal a envie de manger chaque semaine à l'âge adulte qu'il faut le nourrir chaque semaine. Et on voit l'inverse avec les lézards inactifs. Certains lézards ne bougent jamais. Certains guides de soins ou internautes affirment qu'ils sont toujours actifs, comme les varans arboricoles. En réalité, ce n'est pas parce que votre terrarium est à 22 degrés que tout semble bien, qu'ils vivent, vont sous la lampe, dorment et mangent parfois, qu'ils sont heureux. Le point de chauffe n'est pas adapté. L'humidité n'est probablement pas bonne non plus. Et c'est pour ça que votre animal ne bouge pas. Et pour revenir à la question de l'alimentation, les gens me disent tout le temps « Eh bien, je lui donne, vous savez, des feuilles de pissenlit et des grillons. » D'accord. Mais quoi d'autre donnez-vous à votre dragon barbu? Eh bien, rien. Eh bien, vous devriez. Vous devriez varier son alimentation. Il y a des animaux qui ont besoin d'une alimentation variée. Ce n'est pas le cas de tous. Si vous avez un python royal difficile qui commence à manger des rats, donnez-lui des rats toute sa vie. Ce rat lui apportera absolument tout ce dont il a besoin. Pour les hétérodons, c'est à peu près pareil que pour la plupart des serpents. Mais si vous avez un animal comme un dragon barbu par exemple, ou même si vous avez un carnivore comme un varan, ne lui donnez pas seulement des grillons et c'est tout. Donnez-lui des grillons et donnez-lui de petites cailles, par exemple, si c'est approprié pour cette espèce. Donnez-lui des vers, donnez-lui une alimentation variée. Ce n'est pas parce que votre gecko léopard a vécu des années avec des vers de farine que ce régime est adapté. Surtout si les insectes ne sont pas bien nourris avant. Et le point principal de toute la vidéo, ce sont les exigences minimales de soins. Souvent, vous recevrez ces brochures d'une grande animalerie qui vous donneront « Eh bien, j'ai fait des vidéos à ce sujet que vous pouvez regarder ici, et qui expliquent what et pourquoi elles sont presque toujours fausses, car elles ne donnent que les bases, juste le strict minimum. Et heureusement, nous avons beaucoup évolué. Même ces 6 dernières années,
Depuis que j'ai lancé ces vidéos en 2019, en disant que les pythons royaux et dragons barbus nécessitaient des terrariums de 450 litres 120 x 60 x 60 cm, on se moquait de moi. Des discussions Reddit se moquent encore de moi pour avoir dit qu'ils avaient besoin de ces espaces. Maintenant, si jamais je faisais une vidéo avec un python royal, ou un dragon barbu, et qu'ils étaient dans un terrarium plus petit que cette taille, on se moquerait de moi pour ça. Donc, nous évoluons, nous progressons, et ça s'améliore. Ce n'est pas parce que la brochure indique qu'un serpent des blés a besoin d'au moins un terrarium de 190 litres qu'il doit y vivre toute sa vie. Gardez aussi à l'esprit que les informations que vous lisez peuvent changer. On voit ça très souvent dans le milieu des reptiles, où quelqu'un va lire ou entendre quelque chose il y a 6, 7, 8, 9, 10 ans. C'est la première information qu'ils ont reçue. Donc c'est celle à laquelle ils s'accrochent. C'est celle-là qu'ils croient parce que c'était peut-être leur influenceur préféré qui l'a dit. Ou alors c'était simplement la première chose qu'ils ont entendue. On réalise soudain que les geckos-léopards sont sociaux et peuvent partager un terrarium si on fait attention. C'est pareil pour les couleuvres rayées ou les geckos-scorpions. Si vous avez lu il y a 10 ans que ces espèces où tous les reptiles ne doivent pas être ensemble, vous vous opposerez fermement à cette idée. Si vous avez lu en 2009 qu'il ne fallait pas utiliser de substrat meuble pour votre dragon barbu, parce que cela provoquerait une occlusion, vous aurez toujours cette idée aujourd'hui, même si on sait que ce n'est pas vrai. Ou quelque chose d'aussi fou que les vers de farine vont manger l'intérieur du ventre de votre animal. Franchement, il faut arrêter. Nous devons évoluer, et beaucoup d'entre nous ne le font pas. Donc, certaines tailles de terrarium deviennent la norme, et cela devient acceptable. Même si nous en apprenons de plus en plus, ces animaux devraient avoir des espaces plus grands. Dans certains pays d'Europe, vous devez avoir un terrarium de 1,20 m de haut pour un dragon barbu. Je ne dis pas qu'on devrait l'imposer, ni envoyer des gens vérifier chez vous si vous le faites comme ils le souhaitent. Mais supposons que vous observiez un dragon barbu, et que vous remarquiez qu'il est toujours en haut du terrarium. Peut-être devriez-vous lui offrir un terrarium plus haut. Bien sûr, la norme pour un dragon à collerette, comme le terrarium derrière moi, est beaucoup plus basse. Il fera environ 1,20 m de haut, alors que moi, je leur donne 1,80 m. Je pense que c'est mieux car ils restent toujours en haut du terrarium. Même avec 2,40 m, ils iraient aussi là-haut. Ce n'est pas parce que vous avez lu dans un guide d'entretien des iguanes que le terrarium doit faire 1,20 m sur 1,80 m que vous devez vous limiter à ça. Non, vous devriez leur offrir un terrarium plus grand si vous le pouvez. J'ai remarqué que lorsque je mets Doug, mon igane vert, dehors dans l'enclos que j'ai construit, environ 3,60 m par 2,40 m, soit 3000 gallons, il utilise tout l'espace disponible. Et même si l'époque des petits bacs avec des enclos vides, juste un bol d'eau et des coques de cacao, est en train de disparaître, les gens se rendent compte que ce n'est pas la meilleure façon de les garder. Beaucoup font encore des vidéos et guides d'entretien en disant que c'est ce dont ils ont besoin. Je ne critique pas les racks, c'est une bonne méthode. Certains racks dépassent la taille nécessaire des enclos pour ces animaux, mais ils glissent dans un tiroir au lieu d'être empilés. C'est toute la nuance. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose de mal dans un enclos que tous les enclos sont mauvais. C'est pareil pour les racks. Le point principal ici, c'est de ne pas se demander « Qu'est-ce que je peux me permettre de faire au minimum ?» Le point clé est « Si j'étais cet animal, comment voudrais-je vivre ?» C'est pourquoi ma pièce était ainsi avant, et maintenant, elle est comme ça. Nous devons encourager les comportements naturels chez ces animaux. L'absence de tels comportements indique souvent un problème. Il existe des dragons barbus paresseux, et malgré tous mes efforts avec Diamond, il reste le plus paresseux que j'ai vu. La plupart du temps, la règle veut que si vous ne voyez pas les comportements naturels, il faut probablement changer quelque chose. Bien sûr, cela varie. Les dragons barbus peuvent parfois être paresseux. Donc, s'ils sont paresseux, c'est quelque chose à quoi on peut s'attendre de temps en temps. Si des animaux comme les dragons à collerette ou les varans arboricoles sont sédentaires, c'est généralement que vous faites une erreur. De la même manière, si vous aviez un terre-neuve géant et qu'il restait allongé toute la journée, ou un Saint-Bernard, ce serait assez normal. Mais si vous aviez un Malinois et que tout ce qu'il faisait était de rester couché, vous sauriez qu'il y a un problème. C'est pareil avec les reptiles. Et pour les comparer encore plus aux chiens, si votre chien est malade, mal à l'aise ou passe un mauvais moment, vous le saurez. Il va gémir, couiner, parfois boiter ou montrer des signes. Il va arrêter de manger. Alors que les reptiles, très souvent, ne le font pas. Très souvent, les reptiles continueront à manger, même s'ils ont une grosse maladie qui est en eux depuis longtemps. Les caméléons de Jackson paraissent en forme, mais sans baisse nocturne de température et pic d'humidité nécessaire. Ils déclinent lentement et brutalement, souvent sans que vous le remarquiez, jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés recroquevillés au sol, déjà morts. Pourquoi en est-il ainsi ? Eh bien, on nous a vendu la facilité, comme pour tout le reste dans notre vie.
Tout est vendu pour le côté pratique, parce que le temps est la chose la plus importante. Mais on ne peut pas toujours gagner du temps tout en offrant la meilleure vie possible à ces reptiles, ou même à soi-même. Donc, lorsque vous privilégiez des choses comme la facilité de nettoyage ou la facilité d'entretien, plutôt que ce qui est réellement nécessaire dans ces terrariums, ou la facilité à les nourrir, une chose que vous recevez en livraison automatique directement à votre porte, ce que vous pourriez faire pour plusieurs articles. Mais c'est plus simple qu'un seul insecte et un seul type de verdure arrivent, et vous le nourrissez selon un planning. C'est exactement la même chose. C'est plus simple que de devoir varier. Je comprends les deux points de vue. Si vous êtes éleveur, vous avez besoin de rationaliser. Sinon, c'est impossible de faire ce que vous faites. En tant que propriétaire, vous n'avez aucune excuse. Je ne donne pas d'excuses aux éleveurs, mais je m'adresse à vous, comme propriétaire. Possédez-vous un dragon barbu, un dragon à collerette ou un python royal, et ne lui offrez que le strict minimum? Pourquoi? C'est de la paresse. Je comprends que le coût compte, mais il faut s'en assurer avant. Ceux qui disent avoir un python royal dans un aquarium de 75 litres, sans pouvoir lui offrir un terrarium adapté, devraient y penser avant. Vous n'auriez pas dû prendre cet animal. Si vous donniez de mauvais soins à un chien, avec pour excuse le manque de moyens, on vous le retirerait. Nous devrions traiter les reptiles plutôt avec le même niveau de respect que les chiens ou les chats. Donc, ce mensonge va vraiment à l'encontre d'un dicton que j'aime beaucoup. Si ce n'est pas cassé, n'y touche pas, ce qui est généralement vrai. Mais ici, ce n'est pas le cas, car les reptiles cachent souvent leurs problèmes. Ils le sont souvent déjà avant même que tu t'en rendes compte. Donc, à mesure que nous évoluons, et que nous apprenons de nouvelles choses sur les reptiles, nous devons aussi évoluer en tant que terrariophiles. Ce n'est pas parce que tu gardes des dragons barbus dans un aquarium de 75 litres, avec une seule lampe au-dessus, sans UVB, et que tu les nourris. Les nourrir uniquement d'insectes, il y a 15 ou 20 ans, ne signifie pas que c'est encore la bonne méthode aujourd'hui. Même si mon dragon barbu a toujours été en bonne santé, c'est comme un fumeur qui fume depuis 50 ans et qui dit « Je n'ai pas encore de cancer du poumon ». Eh bien, ce n'est quand même pas une bonne idée de continuer à fumer, tout comme ce n'est pas une bonne idée de garder votre dragon barbu dans un terrarium stérile, sans l'humidité, l'éclairage et les températures appropriées. Je vous le promets, cet animal, même sans le montrer, va mourir lentement ou l'est déjà. La bonne nouvelle, même si tout cela semble très sombre, c'est que nous avons fait beaucoup de progrès. Les choses ont changé. J'élève des reptiles depuis près de 20 ans, et les informations ont totalement changé. Même dans les grandes animaleries, que je critique souvent car les employés, payés au salaire minimum pour vendre des animaux, ignorent souvent leur sujet, sauf s'ils font l'effort d'apprendre seuls. Même ces endroits sont bien meilleurs qu'avant, et mieux informés. On me critiquait pour vouloir dépasser les attentes, disant que c'était exagéré. Weekend's Wicked Reptiles leur donne trop. Parfois je mets un dragon barbu dans un terrarium de 120 x 60 x 60 cm, et s'ils voient une crotte non nettoyée, ils disent que je ne fais pas ce qu'il faut. Donc on me critique maintenant pour l'exact opposé de ce qu'on me reprochait il y a 6 ou 7 ans. Et ça me va. J'en suis content parce que ça veut dire qu'on évolue. Les pierres chauffantes ont presque complètement disparu maintenant. Tout le monde sait qu'il ne faut pas en acheter. Il y a juste des choses que nous, en tant que passionnés et amateurs, connaissons et aimons. Et maintenant, même les propriétaires non spécialistes, dont nous avons besoin dans le hobby, ce sont les gens qui prennent un dragon barbu, et c'est leur seul animal de compagnie. Ces personnes-là sont formidables aussi. Pas besoin d'être expert pour savoir ce que vous faites. Je fais ces vidéos pour ceux qui ne veulent pas en faire leur mode de vie ou leur personnalité. Et nous réalisons que l'objectif ne devrait pas être le strict minimum. Quel est le strict minimum que je peux me permettre? L'objectif devrait être: comment est-ce que je voudrais vivre si j'étais ce lézard ou ce serpent dans ce terrarium? Je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous l'êtes, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et j'aimerais avoir votre avis. Selon vous, quelle est la différence entre s'épanouir et survivre?